Et maintenant, je suis ravie d'accueillir Didier Roche, un serial rêveur comme il aime être appelé. Chaque barrière lui donne envie de créer une solution. Résultat, il a créé plus de 20 entreprises, associations, entreprises de l'économie sociale et solidaire. Son combat porte haut les couleurs de la différence et va faire une farce. Alors Didier, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir serial entrepreneur ? Bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'aime à me définir comme un serial rêveur et chaque rêve, j'aime à lui donner vie pour que je puisse rêver de nouveau. Donc à partir de là, je réfléchis quand je veux mener un rêve en une réalité, à quelle structure lui donner. Donc ce sont parfois des sociétés de l'économie ordinaire, pure business. Ce peut être à d'autres occasions des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc toujours avec cette envie de pouvoir sortir du projet, ou en tout cas le piloter, sans être dans l'opérationnel à terme. Donc je regarde toujours, quand je donne vie à un rêve, la manière dont je peux laisser ce rêve à quelqu'un, à des personnes, des équipes par exemple, pour pouvoir garder un œil dessus, j'ai presque envie de dire, pour voir si les choses se passent bien, et puis peut-être un jour le confier à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme les enfants, on fait des enfants, mais finalement c'est pas pour soi, c'est pour un moment les confier à quelqu'un d'autre pour que ce qu'on leur a donné puisse être perpétué dans le temps, se développer et prendre des chemins de jolies histoires. Donc ça veut dire que tu as un degré de confiance en l'autre extrêmement fort. Ça veut dire que, je ne sais pas si on peut parler de confiance, mais surtout dans la notion de partage, j'aime partager des histoires et finalement j'aime, oui, faire confiance en l'autre peut-être, que l'autre me fasse confiance peut-être aussi, mais surtout qu'on écrive des choses ensemble. Je crois que c'est ça qui me passionne dans les entreprises que je peux prendre. Et donc la confiance, à un moment, elle va être nécessaire à d'autres occasions, mais je crois qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Non, parce que j'aimerais bien justement que tu me développes cette partie de confiance, parce que comme tu es aveugle, forcément, de temps en temps, tu dois compter que les autres pour te dire ce qui se passe autour de toi. Donc, alors comment tu gères cette partie-là ? Alors, je pense que tu fais allusion peut-être à ma vie privée, notamment lorsque je vais faire du sport. D'accord. Je fais du ski, par exemple, et la grande question, c'est comment est-ce qu'un aveugle peut dévaler les pistes de ski ? Et j'y vais pas tout seul, je te rassure, sinon je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Donc j'ai un guide. J'ai un guide qui se positionne derrière moi. Alors il peut être devant ou derrière, mais moi je préfère quand il est derrière. Et puis il va me donner des consignes de guidage à droite, à gauche. Et puis à un moment, il va me dire libre. Et là, il ne me parle plus, je fais ce que je veux. Je godille, je fais des zigzags, je fais ce que je veux. Et puis lorsque je suis trop près du bord, ou près d'un moment un peu risqué, d'une situation risquée, eh bien, il va me remettre au milieu en disant à gauche, à droite. Et puis lorsqu'on veut glisser un peu en touche-ousse ou passer un moment un peu compliqué, un peu dangereux, il va me demander de tendre la main, donc main droite, par exemple, je tends ma main droite, là il vient prendre ma main et on skie tous les deux la main dans la main, et là j'avoue que ce sont des moments assez magiques que l'on peut vivre, donc quelque part c'est une liberté, et oui, je ne sais pas quand je skie ce qu'il va y avoir au bout de ma spatule dans la milliseconde qui suit. Mais ma foi, j'aime vivre dans le risque, peut-être quelque part, et c'est comme ça que je m'épanouis en tout cas. Et du coup, me vient à l'esprit quand même cette notion d'inconnu. Parce que comme tu ne vois pas finalement, tu ne sais pas ce qui se passe, qu'il y a une bosse devant toi, et que de manière générale, comment tu gères l'inconnu ? C'est l'occasion de vivre de nouvelles expériences. C'est-à-dire que j'aime être surpris. Je suis quelqu'un qui pratique énormément le changement, donc je fais des interventions sur le sujet dans pas mal d'endroits. Et en fait, je ne me pose pas de questions. Je sais désormais que je sais gérer ce qui va arriver, alors avec plus ou moins d'élégance parfois, parce que quand on tombe, c'est jamais très joli, avec plus ou moins d'humour et avec plus ou moins de disponibilité mentale pour prendre la chose avec légèreté ou pas, tu vois, parce qu'il y a des situations un peu humiliantes quand même parfois, mais finalement, je traite toujours ça par l'humour, et puis je sais que je peux m'adapter. Il y a des gens autour de moi qui à tout moment aussi peuvent s'adapter. Quand je suis perdu dans la rue, par exemple, je peux demander à des gens, donc ça ne m'inquiète plus en fait. Et donc, comment gères-tu également cette notion de demander de l'aide ? Parce que justement, quand on est entrepreneur, évidemment, on ne sait pas tout faire. Et pour beaucoup de gens, c'est compliqué de demander de l'aide. Alors, quel est le conseil que tu pourrais nous partager ? Demander de l'aide, c'est des gens vous demandent de l'aide.
Donc pourquoi pas ne le demander à son tour. Moi, j'ai dans mon environnement professionnel plein de collaborateurs qui viennent me voir parce qu'ils ne savent pas faire ceci ou cela, ou besoin d'un avis sur tel ou tel sujet, un coup de main sur tel ou tel sujet. Donc j'ai appris à être décomplexé par rapport à ça. Et lorsqu'on est handicapé, je pense qu'il faut un moment savoir demander de l'aide parce que ça permet de moins perdre de temps parfois, comme n'importe qui du reste. Hein. Quand on vient demander de l'aide, c'est pour gagner du temps ou avancer sur des sujets. Et donc il faut savoir réaliser son juste équilibre entre son autonomie et sa performance. Donc il faut demander de l'aide. Et il faut en donner, comme moi. D'accord. Donc, en fait, pour toi, demander de l'aide, c'est pour aller chercher la performance. Demander de l'aide, c'est pour avancer sur quelque chose. C'est pour donc avancer dans un parcours de rue, avancer dans un projet professionnel. Donc oui, c'est le partage, l'aide. D'accord. On ne sait pas tout faire. On sait faire des choses que les autres ne savent pas, donc autant le donner. Et sur la partie serial entrepreneur, qu'as-tu appris avec le recul aujourd'hui? J'ai appris que la difficulté que l'on rencontre, elle se surmonte tout le temps. Et puis, si on ne parvient pas à la surmonter, certains appelleront ça un échec. Moi, j'appelle ça une expérience de vie qui voilà, une fin qui n'était pas celle que l'on voulait, mais on a appris. D'accord. On a appris, et puis à partir de là, quand tu apprends, tu essaies de ne pas refaire les mêmes choses, parce que sinon tu obtiendras du même résultat. Et en fait, que ce soit un échec ou une réussite, ça n'est une expérience de vie qui finalement est là pour te faire grandir et faire grandir tes projets. Et laquelle te fait le plus grandir? Est-ce que c'est la réussite? Est-ce que c'est l'échec? J'ai envie de dire qu'il faut un juste équilibre entre les deux, parce que si on reprend ce que je fais du sport, comme tu l'as compris, et à partir de là, quand on est dans le sport et la compétition, on perd plus souvent qu'on ne gagne sur une carrière entière. Donc il faut quand même gagner de temps en temps, il faut quand même, parce que ça motive, et dans l'entrepreneuriat, il faut surtout avoir au moins quelque chose qui soit à somme nulle entre l'échec et la réussite. C'est mieux d'avoir du positif parce que ça permet de réinvestir, de se reprojeter dans l'avenir. Mais des deux, j'aime l'adversité parce que je sais que je parviens toujours à la surmonter. Et si ça ne se passe pas comme je le perçois, comme j'en aurais envie, j'essaie d'en comprendre le sens. Donc je ne vis plus l'échec comme quelque chose de négatif, c'est une forme d'adversité, et puis quand les choses difficiles se présentent à moi, ça me galvanise en fait, ça me donne de la force, ça me donne de l'énergie, ça me donne envie d'en découdre en fait. Donc t'aimes bien faire de la compétition, je suis un compétiteur dans l'âme, moi je crois, ouais. D'accord. Du coup, ça me fait me dire que je pense que beaucoup de personnes doivent te dire que tu as un grand résilient. À la fois par rapport au fait que tu as perdu la vue, par rapport apparemment aux échecs dont je n'ai pas du tout entendu parler, et par rapport à ton parcours de vie de manière générale, parce que toi, ta vie professionnelle comme personnelle, tu fais des choses assez extraordinaires. Quelle est ta vision, toi, personnelle, de la résilience? La résilience est un mot qui aujourd'hui me gêne un peu, non pas dans la définition qu'il a, mais dans ce que l'on a fait. Et on met souvent quelque chose de l'ordre de l'héroïsme derrière la résilience. Moi, je crois qu'on a tous en nous le pouvoir de résurrection et que soit le moment dur qui arrive devant nous, on le regarde, on ne le fuit pas, on le gère et on rentre dans la résilience, soit on reste dans cette douleur-là et on en fait une souffrance. Moi, j'ai testé les deux, je préfère être dans le champ d'avancer, d'apprendre et d'être dans la résilience finalement, mais je ne suis pas exceptionnellement résilient. Je suis résilient tout à chacun. Alors, j'ai un parcours qui se prête facilement aux médias, à la storytelling. Donc voilà, on peut le monter en héroïsme, mais ce n'est pas le sujet pour moi. On a tous, et c'est le message qui est à donner à chaque fois qu'on rencontre des gens, on a tous en nous le pouvoir de résurrection, le pouvoir de résilience. Il faut juste l'activer, il faut juste être volontaire et avoir du courage en fait pour avancer. Et comment on fait? Quels sont les secrets justement pour rebondir? Parce que tu as testé les deux. Donc quelle est la différence? Si tu veux, quand tu es dans une phase de souffrance ou dans une phase de victime,
tu vas attirer des gens autour de toi qui vont avoir besoin de victimes pour exister, ce qu'on appelle les sauveurs. Et bon, c'est bien, ce qu'on pense pour toi, on fait pour toi, mais finalement, c'est pas très gratifiant à la fin. Et dans une espèce de spirale, une espèce de spirale un peu démotivante, un peu démoralisante, alors que lorsque tu es dans l'action, tu vas créer de l'émotion et des sentiments, et ce sont des bons sentiments souvent que tu crées. Et à partir de là, tu te mets à aimer ce que tu fais, tu te mets à avoir confiance en toi, à t'aimer. Et moi, je trouve ça beaucoup plus galvanisant et beaucoup plus motivant que de pleurer sur son sort. Et j'aime à dire que plus que de pleurer sur son sort, il faut en comprendre le sens pour avancer finalement. Et quel type d'action il faudrait poser? Je crois qu'il y a 3 types d'actions dans la vie. Il y a l'action de je rêve, j'imagine. Et déjà, on est dans le moment émotionnel, dans le moment où on construit un schéma. Ensuite, le moment arrive. Donc, on est le jour J. Ça se passe jamais comme prévu, mais ça se passe souvent bien. Et puis, quand ça se passe pas bien, il faut encore une fois en tirer les bonnes leçons. Donc, de nouveau, lorsque ça se passe bien, des sentiments, des émotions. Et puis après, on s'en souvient. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire que dès qu'on se met dans l'action, on rêve, on fait et on s'en souvient. Et moi, mon objectif de vie, c'est de faire en sorte que, finalement, chaque seconde qui passe dans ma vie devienne le bon souvenir de la seconde qui suit. Et dès lors qu'on fonctionne comme ça, on a une vie qui est tout le temps joyeuse, malgré les douleurs et les difficultés qu'on peut rencontrer. Et d'ailleurs, que tu as des secrets pour nous aider à adopter cette même philosophie? Moi, je suis un pragmatique par nature. C'est-à-dire, je vois ce qui me fait du bien et je vois ce qui me fait pas bien. Et ce qui me fait pas du bien, je l'évacue. Donc j'ai compris que de pleurer 24 heures sur 24 sur un sort, parce que je suis le pauvre handicapé de la bande, ça me rend pas heureux. Donc moi, je cherche simplement ce qui me rend heureux. Et voilà, et un petit moment dans la rue, ça sent bon, un joli parfum, un oiseau qui chante. J'ai 3 fois par jour l'occasion de prendre déjà du plaisir, c'est quand je mange, que j'adore manger, j'adore les bonnes odeurs et ainsi de suite. Donc j'essaie de profiter au maximum de la vue. Et puis, j'aime à dire aux gens qui me sont proches, laisse le malheur aux autres, ils sauront en faire bon usage. Et aujourd'hui, maintenant que tu as créé une vingtaine de structures, quel est ton moteur? Mon moteur, c'est le partage. C'est d'être dans ces moments où on construit ensemble. C'est l'action, en fait, mon moteur. Et puis, c'est de voir des sujets avancer, de m'épanouir aux côtés des autres et de voir les autres s'épanouir à mes côtés. Et finalement, d'écrire des belles histoires et de vivre des bons moments. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors, j'ai cette chance d'avoir une expérience d'entrepreneur et de savoir concevoir et mener des projets. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Et donc, voilà, je vais parfois accompagner des gens dans la réalisation de leurs projets. Mais mon moteur, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est l'autre. Je recherche à combler l'autre. S'il peut me combler, tant mieux. Et si on est dans le comblement réciproque, c'est notamment c'est la gratitude, en fait. Tu vois, et je cherche ça tout le temps. Parce que c'est jouissif, en fait. Et j'avais envie de te poser une question peut-être un peu dérangeante, un peu particulière, tu me diras. Mais on dit que les chefs d'entreprise ont souvent beaucoup d'ego. Il faut en avoir beaucoup pour réussir. Mais une fois, je donne des cours dans des écoles de management, notamment, ou dans des sociétés. Mais là, c'était dans une école de management où je fais des conférences. Et un jeune se lève à un moment et me dit « Monsieur, je voudrais prendre la parole. » Je dis « Oui, qu'est-ce que tu veux c'est quoi ta question ?» Il me dit « J'ai pas de question, je voudrais vous remercier parce que, enfin, un chef d'entreprise formidable, humaniste, pas égoïste, etc. » Donc, il me fait une longue liste. Et là, je lui dis « Écoute, moi, je suis là pour t'apprendre le management, donc on va casser le mythe tout de suite. Vous êtes combien dans la salle ?» Il me dit « On est à peu près 200. » Je fais « Tu vois, je pense que mon ego est bien plus grand que vos 200 égos, tous réunis ici. Sauf que ce que j'ai compris, c'est que pour en jouir, il fallait que je le mette au service des autres. Parce que j'ai appris dans la vie que si je le tournais vers moi, eh bien, je générais beaucoup de frustration, parce que finalement, ce que j'en retirais n'était pas suffisant, pas assez ceci, pas assez cela. Maintenant, j'aime à le donner, et il est grand, mon ego, parce que j'ai beaucoup de fierté, et voilà, mais j'aime à le donner et ne rien attendre en retour. Et magiquement, lorsque quelque chose revient, c'est super, c'est succulent, c'est jouissif, et donc je vis plus dans la frustration, en fait. Ah, génial. Et si tu avais un petit message à faire passer aux personnes qui ont peur et qui n'osent pas? Moi, j'ai beaucoup eu peur dans ma vie. Maintenant, j'ai beaucoup moins peur. En fait, ce que j'ai découvert au travers de toutes mes aventures, c'est que finalement, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. C'est parce qu'on en a peur qu'elles deviennent difficiles. Mais dès lors qu'on ose, par magie, les choses se réalisent. Ça se fait pas toujours comme on l'a imaginé, mais ça se fait. Et puis peu à peu, on prend confiance en soi. Donc il faut oser
surtout oser. Et puis, un petit clin d'œil à nous deux. Moi, souvent, dans la vie, on m'a dit, mais Didier, tu sais, t'es aveugle, c'est pas possible. Et un jour, j'ai décidé d'être aveugle et parfois sourd pour ne pas entendre ces gens-là. Et puis, constater finalement que depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours mis des barrières, que d'autres hommes sont venus faire tomber peu à peu. Et finalement, je me dis que le mur de l'impossible recule devant l'être qui marche. Donc en route et bonne marche. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de dire. Wow. Et merci beaucoup pour toute cette inspiration. Je crois qu'on a pendant 14 minutes, on en a pris plein la vue, plein les oreilles. Donc, ton handicap, tu me l'as servi et c'est parfait. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très joli moment avec nous. Et à très vite pour la suite.